La société est fragile et les temps sont durs. Les risques d'une crise financière mondiale sont réels. Il y a peu, à Chypre, au sein même de l'Union européenne, tous les déposants ayant un compte de plus de 100 000 € ont perdu, sur une simple décision gouvernementale, près de 60% de leur épargne. Pour éviter de vivre pareille situation, mettez vos idées à l'abri. Car à TV Liberté, nous formons une communauté solide. Un zoom aujourd'hui sur ces arrogants qui nous gouvernent. Pour en parler, je reçois Gilles Guettner. Bonjour monsieur. Bonjour. Gilles Guettner, vous êtes ancien journaliste à l'Express, Les Échos, Le Point. Vous êtes un spécialiste des affaires politico-financières et donc vous publiez cet ouvrage chez L'Artilleur, Les Arrogants, avec en couverture une photo du président Emmanuel Macron et de sa jeune garde rapprochée. On peut lire en quatrième de couverture de votre ouvrage, Gilles Guettner, et là, on parle de vous, je cite, « Il était plutôt bienveillant lors de l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir et lui avait consacré un ouvrage remarqué, Les 100 jours de Macron. Vous êtes aujourd'hui un déçu de son action politique. Vous qui êtes un observateur avisé de la politique française, pourquoi tant de naïveté, Gilles Guettner ? Alors, ça n'est pas de la naïveté. J'ai examiné au coup par coup, aux différentes mesures qui ont été prises, à la politique en général menée par le président de la République, pour en arriver à ce constat. Naïf, non. Vous savez, ce que disait Montesquieu, le pouvoir corrompt, et beaucoup de pouvoir corrompt absolument. Dans le cas de Macron, ce qui m'avait intéressé, et effectivement on peut dire que j'étais bienveillant, c'est évidemment la façon dont il a conquis le pouvoir, qui est absolument inédit. Il est venu tout seul, de nulle part, et il a réussi à engranger 350 000 membres au sein de son parti, et à être élu président de la République du premier coup, sans jamais avoir détenu le moindre mandat de député, de sénateur ou le moindre mandat municipal. Et ça, en sur ce soutien très fort des médias et de certaines puissances financières, vous n'étiez pas dit, il y a quand même un loup. Oh, vous savez, il avait quand même bénéficié d'un certain nombre de unes de magazines lors de la campagne présidentielle. Absolument, mais si vous regardez, alors je suis entièrement d'accord avec vous, je mettrai un petit bémol, c'est que la plupart des candidats, si vous faites un léger retour en arrière, la plupart des candidats qui ont précédé Emmanuel Macron étaient aussi très soutenus par le pouvoir. La presse a toujours tendance à se mettre du côté du manche. Je dirais, Nicolas Sarkozy a bénéficié quand même le nombre de unes qu'il a eu lorsqu'il était candidat, on ne les compte plus. François Mitterrand également. Vous êtes encore un peu jeune, mais moi je me souviens de Valéry Giscard d'Estaing en 1974. Donc en cela, bon, alors il y a le problème de l'argent, des finances, etc. Bon, je vous signale d'ailleurs que sur le problème du financement de sa campagne, il y a une enquête préliminaire qui est actuellement ouverte au parquet de Paris. Donc on verra la suite, puisque en tant que président de la République, il est couvert par l'immunité et il ne peut être entendu. Donc pour le moment, c'est le point mort. Alors, le titre de votre ouvrage, c'est donc « Les arrogants », je le montrais à l'instant à nos téléspectateurs. Ce trait de caractère vous paraît-il à ce point contraire à l'exercice du pouvoir ? Oui, il l'est, si vous voulez, dans la mesure... je pense qu'on doit faire une différence entre l'arrogance et le contentement, comment dirais-je, la joie d'être élu, par exemple. François Mitterrand aussi, lui aussi, avait une forme d'arrogance quelque part, et le général de Gaulle aussi avait une stature alors je dirais qu'il y avait un côté impérator chez le général de Gaulle et chez Qu'est-ce qui change chez Emmanuel Macron ? Chez Emmanuel Macron, ce qui change, c'est qu'on a l'impression c'est d'abord... Ce qui est frappant, c'est que quand il est élu, il a moins de 40 ans et qu'il est comme un petit garçon qui a eu un superbe jouet auquel il ne s'attendait pas pour Noël. Faites attention parce qu'il y a déjà un journaliste qui a parlé d'un président lui disant qu'il ressemblait à un petit garçon et ça s'est retourné contre lui. Oui, Nicolas Sarkozy et Poivre d'Arvor. Oui, non mais... dans mes propos, il n'y a aucune... Oui. C'est un constat, quoi. Il faut s'imaginer, il faut aller dans l'aspect psychologique.
Quand vous avez moins de 40 ans, que vous n'avez jamais fait de politique, et que vous vous retrouvez président de la République française, alors que certains ont été candidats à 3 reprises, François Mitterrand, Chirac, je pense qu'on doit avoir une immense joie et peut-être même un orgueil démesuré. Il tord le cou à la tradition française du consensus social, selon vos termes. Sur cette réforme de l'assurance chômage, des retraites, etc. Oui, alors il tord le cou. Il passe en force. Oui, absolument. Il passe en force, et à mon avis, ça c'est une erreur. Alors grave, c'est que il n'aime pas beaucoup les syndicats. Et je pense que dans un système comme le nôtre, dans un pays démocratique de l'Europe de l'Ouest, etc., ne pas s'appuyer sur les syndicats est une erreur. Et pourquoi il n'aime pas beaucoup les syndicats? C'est parce qu'il a été, je crois, affecté par le fait que la CFDT était un petit peu le chouchou de François Hollande lorsque lui-même, Macron, était à l'Élysée. Et il n'a pas supporté, et on le comprend, l'agression dont avaient été victimes, vous vous souvenez, il y a 2 ou 3 ans, des cadres de chez Air France, de la part de la CGT, leurs chemises, etc. Oui. Et il n'aime pas beaucoup. Et il préfère, c'est pour ça qu'il préfère les accords de branche plutôt que les accords par syndicat. Mais alors, pourquoi les syndicats sont en si mauvaise posture, ça aussi c'est une question importante. On aura d'ailleurs l'occasion d'y revenir en fin d'entretien. Gilles Guettner, aujourd'hui, quelles sont les principales faiblesses, vous le développez dans votre ouvrage, de la Macronie? Alors, les principales faiblesses, je dirais, une des premières, c'est, disons, l'exercice du pouvoir, l'exercice solitaire du pouvoir, quoi. Il y a Emmanuel Macron et les autres, et il est tout seul. Si jamais il lui arrivait une catastrophe, on ne sait pas qui pourrait être candidat. On voit personne percer à la suite, comme jadis François Mitterrand ou même Sarkozy. Il n'y a pas de trop-plein, là, c'est le trop vide. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est quand même le titre de l'ouvrage, Les Arrogances, c'est que il a manifesté à plusieurs reprises un certain mépris vis-à-vis des citoyens. Tout le monde se souvient, vous avez qu'à traverser la rue, je vous trouve du boulot. À une coiffeuse à Marseille, dans un voyage, il lui a dit « mais il y a aussi du travail ». Ça, c'est quand même, les gens ont du mal à accepter, surtout dans un pays quand même qui craque de tous les côtés. Et le troisième point, alors ça on peut en parler, sa grande faiblesse, à mon sens, ça a été l'absence de solution politique à la crise des Gilets jaunes. Et je donne un exemple. Quand François Mitterrand, c'est là où on voit la faculté et la politique de François... L'épaisseur, oui. L'épaisseur politique de Mitterrand, c'est que quand il y a la grande manifestation de l'école libre en 84, il comprend assez vite ce qui se passe et il retire le projet. C'est pas parce qu'on retire un projet qu'en réalité on part en race campagne. Et vous avez également le général de Gaulle. En mai 68, moi je me souviens, on savait pas ce qui allait se passer. La France était... De Gaulle a eu l'intelligence d'organiser cette grande manifestation qui a coupé l'herbe sous le pied à ce qu'on appelait les maîtres de la chienlit à l'époque. Et au mois de juin 1968, il avait une assemblée qui était à sa botte. Et ça, je pense que Emmanuel Macron a loupé le coche. Il aurait dû dissoudre. Enfin, il aurait dû... Je ne suis pas maîtresse sciences politiques, mais je pense que les gens attendaient quelque chose. Alors vous évoquez avec l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir l'avènement de ce que vous appelez le nouveau monde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette notion ? Alors, la notion, le nouveau monde, c'est une république sans conflit, une république bienveillante, une république où la corruption n'existe plus. Bref, c'est un monde presque parfait. Et il y a une chose qui est terrible pour Macron, à mon sens, c'est que sa première décision, c'est de faire voter une loi de restauration de la confiance dans la vie politique. Et que se passe-t-il ? C'est le fiasco total, puisque vous avez 5 à 6 ministres, dont l'un des principaux, François Bayrou, le garde des Sceaux, qui est emberlificoté dans cette histoire d'emploi fictif du MoDem, et qui est contraint de démissionner. Et c'est pas terminé. Non, avec Richard Ferrand non plus. Oui, il y a Richard Ferrand, et puis on a vu aussi quelques députés, un ancien président de la Commission de la Défense nationale,
qui était rallié à La République En Marche, qui avait tendance à facturer 2 fois ses prestations. Enfin bon, tout ça, on est quand même loin du nouveau monde, à mon sens. Alors vous parlez également du copinage, notamment dans le fait que le président de la République ait le pouvoir de nommer au poste de pouvoir justement. Mais où est le problème? Puisque dans ce cas-là, on est sûr que le président va être bien servi s'il nomme un de ses proches à tel poste ou à tel poste. Oui, alors c'est le président qui va bien servir ses amis, mais il y a quelques nominations. Bon, les présidents de la République ont toujours pris des gens, ont toujours nommé des hauts fonctionnaires qui soient... Ça n'est pas nouveau. Ça n'est pas nouveau. Sauf que, vous avez un exemple, qui me vient à l'esprit, Nicolas Sarkozy avait nommé un ancien socialiste, qui s'appelle, son nom m'échappe, qui était un ancien censeur, un ancien questeur de l'Assemblée, Didier Migaud, il l'avait nommé à la présidence de la Cour des comptes. Là, il y a eu une nomination qui a fait beaucoup de bruit, c'est la nomination de l'écrivain Philippe Besson, qui avait écrit un livre, disons, plutôt hagiographique, à la gloire du président, et qui s'est retrouvé à Los Angeles en ambassade. Mais il s'est retrouvé, la nomination a été cassée. Donc il est rien du tout maintenant. Donc ça c'est un petit peu hasardeux, quoi, Alors justement sur ce copinage, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur Christophe Castaner? Vous en parlez largement dans votre ouvrage. C'est un des plus proches collaborateurs d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur son arrivée à l'un des postes les plus prestigieux de la République, ministre de l'Intérieur? Oui, alors bon, il a été un des premiers marcheurs, donc il a été récompensé. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Sauf que, est-ce qu'il était fait pour être ministre de l'Intérieur? Poser la question, c'est déjà y répondre, car il a multiplié les gaffes, les hiatus. Je pense, quand il disait de Madame Pénicaud, il l'appelait Madame Pinocchio. Il y a eu aussi, lors d'une manifestation des Gilets jaunes, il a parlé d'une attaque à la Salpêtrière, alors qu'en réalité, c'était qu'une intrusion. Bon, il a tendance, dans le domaine du maintien de l'ordre, c'est un domaine éminemment difficile et délicat. Il a quand même mis du temps avant de limoger son préfet de police, qui n'était pas tout à fait à la hauteur. Donc tout ça fait que, si vous faites une comparaison, vous pensez à Charles Pasqua, on peut dire ce qu'on pense de lui, mais tout de suite, vous avez quelqu'un qui se met dans l'habit du ministre de l'Intérieur. Ou Pierre Joxe, ou Nicolas Sarkozy, des ministres qui avaient été... Absolument, Pierre Joxe, Nicolas Sarkozy, Bernard Cazeneuve, qui se mettent dans la peau du... Lui, puis il y a eu cette histoire dans le restaurant à minuit et demi. Le Noto. Le Noto près des Champs-Élysées, où il était bon. Alors, certains ont dit, c'est le problème de la vie privée. Sauf que, moi je connais un certain nombre de policiers, quand on est ministre de l'Intérieur, on est ministre de l'Intérieur 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Cela dit, le monsieur est très sympathique, on partirait bien en vacances avec lui, mais c'est pas ce qu'on demande à un ministre de l'Intérieur. Alors vous parlez aussi de cette République des experts, Gilles Guettner, dans votre ouvrage, avec une agrégée de droit au ministère de la Justice, un professeur de médecine à la Santé, Agnès Buzyn, une spécialiste des ressources humaines au ministère du Travail. Mais pourquoi ça ne marche pas ? Parce que, si vous voulez, c'est pas parce qu'on a fait des études supérieures, qu'on a des compétences universitaires, qu'on est un bon ministre. Un ministre, il faut qu'il ait un ou deux très bons conseillers politiques. Et avoir... c'est un peu une répétition de ce qu'ont fait beaucoup de ministres, de présidents de la République. C'est savoir déléguer, être un bon ministre. Oui, c'est ça, il faut avoir un sens politique. Vous savez, par exemple, je prends le cas d'Ambroise Croizat, qui a fondé la Sécurité sociale. C'était un type qui était ajusteur et qui avait le sens politique. Charles Pasqua, dont on a parlé, il avait le sens politique. Pierre Bérégovoy, qui était un ajusteur. Personne ne peut dire qu'il a été un très mauvais ministre de l'économie et des finances avant de devenir Premier ministre. Donc tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Et puis il y a eu des cas malheureux quand même. Vous vous souvenez, lors de la sécheresse de 2003,
où on a vu un ministre de la Santé, Monsieur M. Mattei, pour ne pas le nommer, professeur de médecine, extrêmement compétent, au moment où il y avait 13 000 morts en France dus à la canicule, qui se prélassait dans sa villa sur la Côte d'Azur en disant « Oh, tout ça n'est pas grand-chose, on va ça arriver. » fait le mauvais genre. Voilà, c'est ça. On a alors chez Macron, c'est aussi il y a le mythe de la diplomite. Vous avez remarqué que tous les jeunes qui sont au gouvernement sont tous bardés de diplômes. L'ENA, que ce soit, vous avez quand même à la tête de l'exécutif, vous avez 2 énarques, les 2 directeurs de cabinet sont des énarques. J'ai rien contre les énarques, mais on peut pas comme ça. On les nomme très jeunes. Vous savez, ils ont des responsabilités très jeunes. À 28, 29 ans, ils sont ministres. Il y en a quelques-uns qui ont été nommés ministres. Je l'ai dit, François Baroin a été nommé ministre à 29 ans avec Chirac en 95. Mais bon. Ce mythe de l'expertise, si les ministres étaient de très très bons experts, il n'y aurait jamais de problème. Or, c'est pas tout à fait le cas. Alors, vous consacrez tout un chapitre de votre ouvrage, Gilles Guettner, à l'affaire Benalla. Selon vous, n'est-ce pas une tempête dans un verre d'eau, ou alors un moyen de focaliser l'attention sur un événement mineur pour empêcher de parler d'autre chose, de parler de quelque chose de plus important? Non, alors je pense pas que ça soit une affaire d'État à proprement parler, au sens où ce monsieur aurait pénétré l'appareil d'État via ses contrats avec les Russes. Non. Mais je crois, ce qui intrigue, c'est comment se fait-il qu'on ait cherché à protéger un personnage, au fond, pas très important, adjoint au chef de cabinet. Ils sont 12 à l'Élysée, adjoints au chef de cabinet du président de la République, et qu'on ait tenté de cacher des choses, qu'on n'ait pas accès, que la commission d'enquête de l'Assemblée nationale soit une commission d'enquête mornée, et que c'est le Sénat qui a fait le travail, et que finalement, toute la discussion autour de l'affaire Benalla était de savoir si on était compétent pour enquêter alors qu'il y avait une information judiciaire. Mais je pense qu'il a été léger, le président de la République, en prenant quand même quelqu'un qui était quand même, qui maniait le coup de poing avec une certaine légèreté. Et la question qu'on peut se poser, pourquoi n'a-t-il pas été licencié rapidement? On a caché des choses. Mais Et qu'est-ce que ça révèle, justement? Ça, je pense qu'on ne sait pas tout encore dans cette affaire. D'ailleurs, le président Philippe Basse, président de la commission d'enquête sénatoriale, terminait son rapport en disant peut-être que l'avenir nous réservera des surprises. Enfin, en substance, c'était ça. En tous les cas, il y a eu, comme on dit, un dysfonctionnement, ça c'est clair. Alors, autre sujet qui m'a intéressé, Gilles Guettner, c'est l'écologie. Vous en parlez pas mal dans votre ouvrage. On voit l'activisme aujourd'hui du président de la République sur ce sujet, mais au fond, je veux dire, il y a quand même des pays qui sont bien plus concernés que la France, le Brésil, les États-Unis, la Chine, l'Inde. Pourquoi un tel activisme pour la question écologique du Alors, président si de la j'étais République? méchant, je vais l'être un petit peu. Allez-y. C'est que aux élections européennes, il ne vous a pas échappé qu'Yannick Jadot a fait 13%. Et que ça peut être très intéressant, évidemment, dans le cadre des municipales, mais il n'a pas l'air de se laisser faire. Mais sur l'écologie, ça n'a jamais été un écologiste forcené. Il est devenu subitement. Alors, on a découvert à propos de l'Amazonie que ça le préoccupait, mais sur l'histoire de la montagne d'or. La montagne d'or, vous savez, c'est une mine en Guyane qui semble prospérer et on ne fait rien. Et il y a eu des précédents dans un pays voisin, au Brésil, où une mine d'or s'est effondrée et il y a eu plus de 150 morts. C'était au début 2019. Sur le glyphosate, il est ambigu. Sur les chasseurs, c'est quand même une des raisons qui ont conduit le ministre de l'écologie, Nicolas Hulot a quitté son poste, puisqu'il y a eu une réunion sur les chasseurs auquel le porte-parole n'était pas invité, qui est vraiment qui fait du lobbying, et il était là, et le ministre est parti. Et évidemment, quand on a su que le permis de chasse était diminué
De 50%, de 50%, je crois, on a ouais. compris, puisqu'il y a quand même 1,1 million chasseurs en France, c'est que ça peut éventuellement être intéressant. Dans Et puis le CETA également, maintenant on va voir des paquebots traverser l'Atlantique dans tous les sens. Donc on accueille Greta Thunberg, la jeune idole qui nous fait des leçons, et en même temps on signe le CETA qui est un traité qui va polluer les océans en gros. Oui, alors c'est un peu tordu, quoi. Beaucoup en sont revenus de cette jeune Suédoise en disant c'est extra. On a l'impression qu'elle était un puits de culture, mais en réalité, ça risque de retomber comme un soufflet. Alors, vous êtes journaliste, Gilles Guettner, vous estimez qu'il est plus difficile de faire son travail aujourd'hui depuis 2017 ? On ne peut vraiment plus rien dire aujourd'hui ? Alors, dire comme ça, c'est un petit peu abrupt, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu quelques propositions de la part du gouvernement, en particulier de Macron, qui visiblement n'aime pas beaucoup les journalistes, c'est de prendre des dispositions, par exemple, de créer un conseil de la presse, où on dirait ce qui est bien, quelqu'un serait un référent dans les journaux et dirait ce qui est bon à publier, ce qui n'est pas bon. Ça serait un agent du gouvernement dans les rédactions ? Oui, un référent, parce que référent, c'est plus chic qu'agent. Agent. On ne veut pas dire commissaire. Oui, c'est ça, il y a ça. Et puis il y a eu quand même cette tentative de la part de la garde des Sceaux, tentative, ou disons qu'elle a l'esquisse d'une tentative, de supprimer, de mettre un frein à la législation sur la diffamation, et de revoir la loi de 81, qui est en fait une loi qui est exclusivement à 80% consacrée à la diffamation. Donc tout ça est un petit peu inquiétant, et il est sûr, comme tous les présidents de la République, il a ses chouchous, il y a des journalistes qui sont les chouchous du président, mais je sais que François Sureau a écrit un livre sur les libertés qui est assez critique, avec la création de l'état d'urgence, avec la possibilité de donner à la justice administrative en matière de terrorisme davantage de pouvoir que le juge judiciaire. Tout ça mérite intérêt. C'est une espèce de, je dirais, il y a une juriste qui a appelé ça une espèce de, comment dirais-je, pas dictature, mais disons de choses molles un peu. On laisse les choses faire, quoi. Mais puis derrière, il y a une main de fer, quoi. Et puis également, vous citez le cas de la loi Avia, où une entreprise privée pourra se substituer au juge pour prononcer la norme. Alors finalement, la proposition de loi de Madame Avia, finalement, elle a été recadrée, et ça se fera sous le contrôle du parquet. Donc le juge judiciaire est à nouveau dans le jeu, ce qui est quand même... Alors, vous évoquez évidemment la question des gilets jaunes, on ne peut pas passer à côté. Vous affirmez que l'on est en voie de trumpisation de la société. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, c'est une philosophe, la Cynthia Fleury, que je cite, qui parle de trumpisation. Je sais pas si c'est vraiment ça. Ce qui me frappe, si vous voulez, c'est l'impossibilité pour le gars des villes, qui était Emmanuel Macron, à comprendre ce que voulaient les gilets jaunes. Mais ce qui est quand même intéressant, moi je suis assez critique. Le point de départ des gilets jaunes, on ne peut être que d'accord, c'est des gens de peu, c'est des gens modestes, qui ont des revenus modestes, qui sont les gens abandonnés par le pouvoir central. Là-dessus, tout le pouvoir politique depuis une vingtaine d'années, 30 ans, est responsable. Mais ce qui est un petit peu, à mon avis, là où pêche le mouvement, c'est que les têtes d'affiche sont quand même, à mon avis, intellectuellement, politiquement, c'est pas extraordinaire, quoi. Les têtes d'affiche des Gilets jaunes, oui, c'est quand même pas... il manque de culture, il y a une brutalité, il y a... de toute façon, dès qu'il y a une tête qui émerge, elle se fait recaser immédiatement, avec le cas de cette femme qui avait voulu se présenter aux Européennes. Exactement. Mais si on fait une comparaison, parce qu'il y a eu, au moment des Gilets jaunes, il y a eu quelques-uns, peut-être une centaine, qui ont voulu avoir un peu la même approche que les communards. Mais les communards, ils ont fait beaucoup de choses, beaucoup plus que ce qu'ont fait les Gilets jaunes. Et parmi les communards, il y avait quand même un peintre de génie qui s'appelait Gustave Courbet. Ce qui n'est pas le cas des Gilets jaunes. J'ai rien contre les gens qui mettent la casquette à l'envers, mais enfin,
Alors on pourrait déborder sur le problème aussi de la violence policière. Là-dessus, je suis aussi partagé, bien évidemment. Quand on voit un policier qui lance un pavé contre un manifestant, quand on voit... Les mains arrachées, les yeux arrachés également. Absolument, mais moi, pour la première fois qu'il y ait le bénéfice de l'âge par rapport à vous, j'ai jamais vu de ma vie un policier se faire lyncher dans les manifestations. En 68 non plus. Ah non, jamais. Jamais, parce que vous vous souvenez, Place de l'Étoile, c'était -2. Et ce qui s'est passé en réalité... C'est quoi? C'est un laxisme total du pouvoir Non, c'est qu'on essaye, on essaye de... Bon, alors, le problème du maintien de l'ordre, il faut savoir ce qu'on veut comme doctrine au maintien de l'ordre. Si on veut du corps à corps, ça fait des dégâts. Si on veut pas de corps à corps, on attend d'en prendre plein la poire et ça se termine pas bien non plus. Mais en réalité, ce qui se passe, la différence que personne n'a voulu voir, c'est qu'en 1968, les étudiants, eux, ils voulaient protéger leur territoire, le quartier latin, et leur attitude était défensive vis-à-vis des forces de l'ordre. Alors que là, on voit bien, dans le cadre des Gilets jaunes, au cours des 3-4 mois jusqu'en janvier, c'est une attitude offensive, et ils cherchent la police. Et quand vous voyez écrit des panneaux, alors je ne vais pas me faire que des amis, mais quand vous voyez écrit des panneaux, en gros, suicidez-vous, vous êtes quand même, vous vous dites qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond quand même, parce que quand il y a eu les attentats, vous vous souvenez, de novembre 2015, on embrassait les policiers et puis des policiers ont sauvé la vie de tas de gens au Bataclan, donc un poids, deux mesures. Gilles Guettner, rapidement, j'aimerais qu'on évoque, pour terminer, la notion de suffrage universel. Ce suffrage universel qui est censé donner la légitimité au président de la République. Est-ce que vous ne pensez pas que ce suffrage universel aujourd'hui est remis en cause avec toutes ces révoltes auxquelles on assiste en France depuis l'élection du président? Alors, il est remis en cause parce que finalement, il y a un phénomène nouveau qui est arrivé depuis une dizaine d'années. C'est les réseaux sociaux où on débat de tout et de n'importe quoi. Mais je pense que remettre en cause le suffrage universel, on peut pas. Vous savez bien, Jean-Luc Mélenchon demande le référendum révocatoire. Alors, on vote déjà pratiquement tous les ans ou les ans et demi. Si on faisait on mettait au point ce système de démocratie, ça serait ingouvernable. Et qu'est-ce qui se passerait? Le RIC, vous voulez parler? Oui. Eh bien, qu'est-ce qui se passerait? Mais en Suisse, les Suisses s'en accommodent bien. Sauf que la Suisse, c'est la Suisse, petit pays. Là, ça se passe par canton. Mais s'il y avait le RIC et des tas de votes à période fréquente, etc., moi, on va vers la terreur. Hein. On va vers 1794. À mon sens, je caricature, mais on va... il est élu pour 5 ans, bon, on verra. Bon, alors on peut imaginer qu'un président de la République ne soit élu que pour 7 ans, mais non renouvelable, ou 5 ans non renouvelables. Après tout, il y a des députés qui sont là. Alors, vous allez me parler peut-être du suffrage universel qui ne correspond pas au pays légal, au pays réel plutôt, comme le Front National ou Mélenchon. Mais bon, là, c'est un réforme. On n'arrête pas de vouloir faire des réformes, de voter des lois. Alors, on passerait son temps à voter des lois. Gilles Guettner, pour terminer, je rappelle le titre de votre ouvrage, c'est donc Les Arrogants, publié chez l'Artilleur. Merci, cher confrère, d'être venu sur le plateau de TV Liberté. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur. À bientôt, j'espère. Voilà.